Chaque fille mérite d'être comprise, chaque confirmation mérite d'être vécue. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Priorité aux informations de l'Église, mais avant tout, place à l'éditorial de ce lundi 16 août 2026 consacré à la position de l'Église adventiste du 7e jour sur la consommation de boissons stimulantes. Gypsy Kazimbe Madatanga de cet élément. Pour l'Église adventiste du 7e jour, la santé du corps fait partie intégrante de la vie chrétienne. Parce que le corps est considéré comme les temples du Saint-Esprit, le croyant est appelé à en prendre soin et à adopter un mode de vie favorable à la santé. Dans cette perspective, l'Église déconseille la consommation de caféine et d'autres substances stimulantes, notamment le café, le thé et les boissons énergisantes. Cette position repose sur le principe de la tempérance qui invite le chrétien à s'abstenir de ce qui est nuisible et à faire un usage responsable de ce qui est bénéfique. Le responsable adventiste souligne notamment que les boissons caféinées peuvent créer une dépendance et stimuler temporairement l'organisme sans véritablement résoudre la fatigue. L'Église encourage plutôt les repos suffisants, une alimentation équilibrée, l'exercice physique, l'eau pure et un mode de vie sain. Au fond, la position adventiste sur les boissons stimulantes ne se limite donc pas à une simple interdiction alimentaire. Elle traduit une vision globale de la consécration chrétienne. Il s'agit pour le croyant de préserver son corps, de garder un esprit clair et de développer la maîtrise de soi. Choisir de renoncer aux stimulants devient ainsi pour l'adventiste du 7e jour une manière de respecter Dieu à travers la gestion responsable de la santé qu'il lui a confiée. Parlons de la grande fête du tabernacle célébrée chaque année par l'Église adventiste communion appelée Cap Meeting. Cette grande célébration réunit pasteurs anciens, membres d'Église autour d'une communion fraternelle d'amour, de paix, d'agapé, organisée par l'Église adventiste du 7e jour de Mondalungwa en date du 13 au 16 août 2026 au centre Liseba à Gilibrassi, la fin de cette célébration plutôt a suscité une grande satisfaction parmi les participants entre prédication, louanges, activités et moments de communion fraternelle. Plusieurs fidèles se réjouissent d'avoir vécu une expérience spirituelle riche et renouvelable. Certains participants encouragent déjà les fidèles à s'immobiliser davantage pour la prochaine campagne d'évangélisation qui se pointe déjà à l'horizon One Voice 27 en célébration du dénouement du baptême de Jésus-Christ, enfin de poursuivre cette dynamique de foi, d'unité et de restauration spirituelle. Du propos recueilli par Jordi Chamou. L'harmonie et l'ambiance, c'était tellement agréable. C'est comme les enfants d'Israël. Quand ils partaient camper, ils étaient à la présence de Dieu. C'est la même chose avec nous. Nous avons passé un bon temps à côté de Dieu. Nous l'avons écouté. Et puis il nous a transformés, il nous a bénis. C'est ça le but qu'on était venu chercher. La transformation. Comment on doit transformer notre vie. En tout cas, l'ambiance était tellement gigantesque. Oui, One Voice, vous savez, c'est une activité de grande envergure que nous demandons à tout un chacun de participer massivement, de partager les liens numériques, de sensibiliser toute la population pour qu'ils puissent se donner à Dieu, à Christ, parce que c'est lui notre modèle en tant que chrétien. Comment nous devons vivre comme de bons chrétiens en imitant Jésus-Christ qui est notre modèle. D'abord, nous tenons à remercier Dieu pour son amour et sa grâce. Étant donné que nous avons cette habitude chaque année de se retirer pour fêter, étant adventiste du 7e jour,
Dieu nous a énormément bénis depuis notre arrivée à ce site, depuis le jeudi, et aujourd'hui, dimanche, nous comptons quitter. L'ambiance était à son comble et nous avons vu la participation était presque, nous avons vu un grand nombre de membres qui se sont sacrifiés. C'était vraiment bien, vu l'assistance, vu la participation et que tous les membres étaient heureux, surtout de voir le secrétaire général qui est venu comme notre invité spécial. Et étant donné aussi si les objectifs, nous avons eu quand même à baptiser une âme, parce qu'une personne a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et c'est là notre mission. Là, nous voyons que c'était une réussite totale. Quittons le contexte religieux pour parler d'autre chose. À présent, coopération bilatérale RDC-Gabon, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a passé un séjour au Gabon avant de rejoindre ce 17 août 2026 la Tanzanie. La vision commune qui le lie à son homologue du Gabon, Brice Peter Olingi Boma, notamment sur les enjeux de paix et de développement, une convergence de vie qui, selon le chef de l'État congolais, constitue une base solide pour renforcer le partenariat entre la RDC et le Gabon dans une coopération bilatérale. Je me réjouis d'avoir, à travers le président Oligui Nguema, un partenaire à la fois pour la paix et pour le développement. Il a exactement la même vision que moi sur ce qu'il faut faire pour nos pays. Donc, commencer d'abord à davantage resserrer nos liens, nous appuyer sur ce que nous avons en commun afin de le solidifier, de le renforcer, et ensuite répondre aux besoins de nos populations. Parlant du Conseil des ministres, la République démocratique du Congo mobilise 491,3 millions de dollars américains auprès de l'Association internationale du développement, dont 475 millions de prêts et 16,3 millions de prêts dedans. Le financement soumis par le ministre des Finances Dudu Fwamba Libetele au Conseil des ministres sont destinés notamment à l'autonomisation des femmes entrepreneurs et au renforcement du système éducatif congolais ainsi qu'à l'amélioration de la nutrition et de la santé. L'Assemblée des tests relative à ces financements a été adoptée après débat et délibération. Pour sa part, le ministre des Finances a soumis au Conseil pour examen et adoption les textes ci-après. Le projet d'ordonnance-loi autorisant la ratification de l'accord de prêt du 22 juin 2026 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement IDA au titre du financement additionnel du projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs et des mises à niveau des PME pour la transformation économique en République démocratique du Congo, Transform, pour un montant de 200 millions de dollars. 2. Projet d'ordonnance-loi autorisant la ratification de l'accord de prêt du 8 juin 2026 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre du financement additionnel du projet d'urgence pour l'équité et les renforcements du système éducatif en République démocratique du Congo, PERS, pour un montant de 200 millions de dollars. Projet d'ordonnance-loi autorisant la ratification de l'accord de prêt du 19 juin 2026 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre du deuxième financement additionnel du projet multisectoriel de nutrition et de santé pour un montant de 75 millions de dollars. Les derniers textes, projet d'ordonnance portant approbation de l'accord de don du 19 juin 2026 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement IDA au titre du deuxième financement additionnel du projet multisectoriel de nutrition et de santé PNMS pour un montant de 6,3 millions de dollars en dons et 10 millions de dollars en dons. Après débat et délibération, ces autres textes ont aussi été adoptés. Commencé à 15h30, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 18h47.
Je vous remercie. Restant toujours dans ce contexte du Conseil des ministres, la République démocratique du Congo compte désormais 1,226 unités industrielles identifiées selon le recensement réalisé en 2025 contre 525 unités en activité en 2017. Kinshasa, le Haut-Katanga et l'Île-de-la-Bas concentrent en eux seuls plus de la moitié des unités industrielles en activité, tandis que le rapport fait également le point sur les entreprises à l'arrêt et les différents secteurs de l'industriel congolais. Formation relevant du secteur de l'industrie. Le ministre de l'Industrie ad interim a présenté au Conseil les rapports préliminaires sur les recensements des entreprises industrielles en 2025. Celui-ci indique les progrès significatifs observés grâce aux politiques mises en place par les présidents de la République et les gouvernements, passant de 525 unités en activité en 2017 au moment de la dernière enquête et aujourd'hui à 1226 unités industrielles identifiées. 3 provinces, dont la ville-province de Kinshasa, le Haut-Katanga et les Lualaba, concentrent plus de 54,5% des unités industrielles en activité avec respectivement 264, 188 et 101 unités. Les rapports épinglent aussi la situation des entreprises en arrêt d'activité ou en fermeture momentanée à travers les pays. Il identifie aussi les différents secteurs de l'industrie. Le ministre d'État, ministre de l'Industrie ad interim, a salué les débuts des recouvrements des créances dues au Fonds de promotion de l'industrie après la communication du président de la République et les différentes réunions de suivi qui ont été organisées sous la direction de la première ministre chef du gouvernement. Les fonds ainsi mobilisés pourront être investis dans les financements d'autres projets industriels pour poursuivre l'industrialisation du pays. Recommandant la poursuite de ces processus de recouvrement, le Conseil a pris acte de ces rapports. Rendez-nous en province de l'autre côté du nord Ubangui accueille une délégation d'experts mobilisés pour l'identification des éleveurs transhumanitaires connus sous le nom de Ndororo. Depuis le début de la semaine, des équipes dirigées par le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières se déploient dans les chefs-lieux du Siro, Bouta et Guadeloupe. Nous sommes la commission interministérielle chargée de l'identification des éleveurs transhumants d'Indoro en République démocratique du Congo. La commission est composée essentiellement de 7 ministères, 8 services et les corps scientifiques, notamment des professeurs. Alors la mission, c'est venue pour identifier les élèves. Vous connaissez qu'il y a des éleveurs dans 3 provinces en République démocratique du Congo, notamment le Bas-Ouélé, le Haut-Ouélé et le Nord-Ubangui. Nous avons un problème sur le dans notre province. C'est pourquoi le gouvernement central a vu que le problème est urgent et très important pour notre province. C'est pourquoi nous avons reçu une forte délégation du VPM de l'intérieur qui est descendue dans notre province afin que nous puissions discuter ensemble avec le gouvernement provincial pour que la paix définitive puisse revenir dans notre province. Au nom du vice-premier ministre de l'Intérieur, qui nous a envoyé à mission, je déclare ouverte la formation des identificateurs dans la province du Nord-Ubangui. Courage. Nous avons pris part à la première séance de formation des identificateurs des éleveurs transhumants, les Mororo. D'abord, nous saluons la qualité de la formation, nous saluons l'initiative parce qu'avant de nous larguer sur terrain, on doit se rendre compte que nous sommes suffisamment informés, suffisamment formés afin que nous puissions rendre un service loyal et fiable pour permettre aussi aux autorités de prendre de très bonnes décisions sur ce qui est l'avenir de la population. Par rapport à ce que nous venons d'apprendre concernant le code de bonne conduite,
on a vraiment été outillés. Ça permettra à ce que les identificateurs soient bien équipés, bien outillés sur le terrain pour bien faire leur travail. Et dans le secteur du travail, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé a organisé le 15 août 2026 dernier une épreuve écrite dans le cadre de recrutement interne de ses inspecteurs. Au total, 120 clients candidats ont participé à cette étape destinée à renforcer les équipes chargées du suivi et de la régulation de la sous-traitance sur les terrains. En présence du ministre de l'Entrepreneuriat et Développement des petites et moyennes entreprises, Justin Kalumba, du président du conseil d'administration de l'ARSP, Félix Amouna, du directeur général de l'ARSP, Ted Beleshaï Kassanda, et du directeur général adjoint, Ramazani Mourab. Cette épreuve avait pour objectif de renforcer les dispositifs humains de l'ARSP et de doter de l'institution d'un corps d'inspecteurs capables d'accompagner efficacement sa mission de régulation de la sous-traitance. Pour le directeur général de l'ARSP, les futurs inspecteurs constituent les soldats de l'institution appelés à aller sur le terrain pour mener le combat de la régulation de la sous-traitance. Vous êtes les premiers éléments de cette armée qui va aller conquérir cette souveraineté et cette indépendance économique. Parce que nous partons en réalité en guerre et on a besoin des soldats. Et vous serez ces soldats-là. Au-delà des compétences, nous avons besoin des gens intègres, patriotes. Parce que sans l'intégrité, sans le patriotisme, on ne va pas gagner cette guerre. Dans la même dynamique, le ministre de l'Entrepreneuriat et Développement des PME, Justin Kalumba, a notamment insisté sur la maîtrise de la loi sur la sous-traitance et du contenu local. C'est vous, notre armée. Vous allez à la conquête de cette souveraineté économique. Il faut avoir les armements ou l'armement nécessaire. C'est la connaissance. Vous devez commencer par maîtriser les textes. Maîtriser la loi sur la sous-traitance. Je proclame le lancement de cette évaluation en vous souhaitant un très bon travail, bonne chance. Cette démarche s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire de la sous-traitance un véritable levier de développement du secteur privé congolais, de la promotion du contenu local et de la création d'opportunités au bénéfice des entrepreneurs et entreprises à capitaux congolais. Et parlons de Kinshasa, société, le gouvernement provincial poursuit son opération de démolition de constructions érigées dans les zones de servitude. Parmi les sites concernés, les habitations installées sur les lignes à haute tension considérées comme des zones à risque pour les populations, une mesure qui vise à prévenir les accidents et à libérer les emprises réservées aux infrastructures électriques, mais qui suscitent également inquiétude et incompréhension sur les familles concernées. Reportage. Cabines électriques encerclées, parcelles occupées illégalement, construction anarchique. Les installations de la Société nationale d'électricité SNEL SA sont de plus en plus menacées par la spoliation de leurs emprises. Face à cette situation jugée préoccupante, la SNEL SA passe à l'offensive. Dans la commune de La Gombe, au croisement des avenues Pumbwe Batetela, une construction anarchique destinée à abriter une entreprise de recharge des véhicules électriques a été démolie sur recommandation du directeur général, l'ingénieur Teddy Luambamouba. À l'Université pédagogique nationale également, la société publique a engagé une procédure pour récupérer une parcelle spoliée. Nous sommes là pour dénoncer l'acte. Vous voyez, derrière moi, il y a un mur. Mais ce mur-là nous empêche d'accéder à notre cabine placée depuis très longtemps. Les gens sont en train de se comporter comme s'ils étaient en face des biens 100 mètres. La SNEL, c'est une entreprise de l'État qui a un objet social. Mais pour servir la population, il faut avoir accès aux équipements sans trop de complications. Mais là, ils nous empêchent d'accéder. Vous avez vu à Rigini tout à l'heure, quelqu'un est venu à côté de la cabine, il a facilement construit une boutique, oubliant que ces équipements-là peuvent à tout moment exploser et les conséquences sont très néfastes. Pendant ces temps, d'autres situations à risque persistent. À Rigini, dans la commune de Lemba, un marché fonctionne à proximité immédiate d'une cabine électrique exposant commerçants et riverains à d'éventuels accidents. À Matete, une cabine de la SNEL SA se retrouve aujourd'hui enclavée dans la parcelle d'un particulier à la suite d'un mauvais lotissement.
Préférons-Provence cette fois-ci dans l'île là-bas où, à l'occasion du 50e du complexe scolaire Okoli situé dans la province d'île là-bas, une délégation d'anciens élèves, membres du comité d'organisation du Jubilé d'or prévu le 3 octobre prochain, a été reçue ce jeudi 13 août par le vice-gouverneur du là-bas, Clément Mefundi Chinat Karl. La rencontre a notamment porté sur le programme des activités, commémoration et la sollicitation de l'exécutif provincial pour la rénovation de cet établissement scolaire. Reportage. La célébration du 50e anniversaire du complexe scolaire Okoli était au cœur d'un entretien entre le vice-gouverneur du Lualaba, Clément Mefundi Chinat Karl, et une délégation des anciens élèves de cet établissement scolaire le jeudi 13 août 2026 à l'hôtel du gouvernement provincial en prélude à ce jubilé d'or prévu le 3 octobre prochain. Conduite par Claudia Kataï, présidente du comité d'organisation, l'équipe est venue présenter au numéro 2 de l'exécutif provincial le programme de ces festivités, les activités prévues, mais aussi solliciter l'accompagnement du gouvernement provincial. L'initiative est portée par les anciens élèves de Okoli qui assurent la présidence. Le comité est également composé des parents d'élèves ainsi que le corps Okoli. Beaucoup d'activités sont prévues, notamment les activités culturelles, les activités scientifiques, également les activités sportives. Il a reçu les messages avec beaucoup d'intérêt et il nous a aussi promis son accompagnement pour la réussite de cet événement le 3 octobre de cette année. 50 ans après, Okoli garde le cap de la qualité de son enseignement, comme en témoignent les nombreuses bourses d'excellence Yalwala Babora décrochées par ses élèves. Cependant, l'établissement fait face au poids de l'âge, d'où ses plaidoyers auprès du gouvernement provincial pour sa rénovation. Nous sollicitons l'accompagnement du gouvernement provincial pour la réhabilitation de l'école parce que nous allons célébrer le cinquantenaire bien sûr, mais quel est l'état de l'école? C'est ça notre plus grande préoccupation. Fondé en 1977 à la suite de la aérianisation et de la fermeture de l'école belge, le complexe scolaire Okoli demeure un pilier du patrimoine éducatif au Lualaba. Quittons le Lualaba pour l'Ikasi où les travaux de rechargement se poursuivent sur la route transfrontalière Likasi-Borne 32 reliant la ville de Likasi dans les Hauts-Katanga à la frontière de la Zambie. Réalisée dans le cadre d'une concession par vaste réseau de services au Congo, cette infrastructure a été ouverte à la circulation et fait actuellement l'objet de travaux de consolidation de la chaussée. À Likasi, dans la province du Haut-Katanga, depuis le 28 juillet 2025, il a été entrepris la construction d'une nouvelle route transfrontalière à destination de la Zambie. Il s'agit de la concession accordée à la firme Vaste Réseau des Services au Congo, VRSC en sigle, portant sur les travaux de construction et de modernisation de la route Likasi-Borne 32 et du port sec de Kikoyo-Mwabessa. L'ensemble du projet est managé par l'Agence congolaise des grands travaux en sa qualité du maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP dans les concessions routières. Une ouverture a été pratiquée sur le linéaire de 154 km du projet en dégageant et en ouvrant l'emprise nécessaire. Le constat fait en ce mois d'août 2026, c'est un trafic accru en provenance et à destination des différentes carrières des villages Kilelabalanda et Ngalou, avec dans sa suite la mission de surveillance de l'Agence congolaise des grands travaux, la mission de contrôle composée du bureau technique de contrôle et de BM Office, le directeur provincial de la CGT au Haut-Katanga, l'ingénieur Simon Kassambaï, a été sur ce chantier qu'il a parcouru intégralement jusqu'à la borne 32 afin de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux et des différentes opérations en cours. Au-delà de l'aspect infrastructurel, cette route constitue également un enjeu important pour la survie des populations riveraines, notamment celles des villages Kilelabalanda et Ngalou. Sa réalisation devrait contribuer au désenclavement de ces communautés, faciliter la mobilité ainsi que l'évacuation des produits agricoles vers les grands centres de consommation. Elle devrait également favoriser les échanges commerciaux et stimuler les activités économiques locales entre la RDC et la Zambie voisine. Prenons cette page santé avant de nous quitter face au risque lié
Au second fléau du virus Ebola, l'OMS renforce la réparation et la préparation sanitaire à Kinshasa. La division provinciale de la santé a reçu des intrants essentiels pour assurer une surveillance efficace et permettre une réponse rapide en cas d'urgence avec l'appui de fonds. Nous sommes venus livrer au niveau de la DPS des intrants médicaux, notamment de médicaments. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de notre plan de préparation à l'épidémie d'Ebola pour que nous puissions mettre une barrière que l'épidémie ne nous arrive pas ici. Il y a un dispositif qui est mis en place pour screener toutes les embarcations qui doivent arriver à Kinshasa. Donc, cette dotation des intrants PCI entre en fait dans ces cadres. Ça va déjà nous servir. Donc, nous disons merci à l'OMS pour cette dotation. Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Merci à la grande équipe Optionnelle Télévision qui a assuré la réalisation de ces journaux. Si vous avez apprécié, dites un grand merci à Salomé Mutamba, à Benia Numamba, c'était Pierre-Antoine Conquiche à la présentation. Et on se revoit très bientôt pour de nouvelles informations. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur veille sur vos missions. Merci.